Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro du podcast NBA Extra avec, comme très souvent, Jacques Monclar à mes côtés. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico, bonsoir tout le monde. Bon, on a décidé de faire un petit dossier Dallas Mavericks aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire depuis le limogeage de Nico Harrison, 9 mois après le trade de Luka Doncic. Je voudrais commencer par une question très simple, Jacques. Je rappelle juste le classement des Mavericks. 3 victoires, 9 défaites. Ils ont perdu cette nuit contre qui ils ont perdu, Dallas? Pas beaucoup. Oui, ils ont perdu contre... j'allais dire les Bucks, mais c'est Phoenix. Ouais, c'est ça, Phoenix, après avoir perdu contre les Bucks le match d'avant. Est-ce qu'il faut tout casser à Dallas, coach? C'est une question. On ne va pas revenir ou rapidement sur l'éviction de Nico Harrison. Elle n'est pas, à mon avis, connectée avec les 3 victoires, 9 défaites. L'éviction, c'est avoir sorti Luka Doncic. Le changement de position que doit avoir Patrick Dumont, le propriétaire, qui avait certainement validé à l'époque le trade. Bon, Nico Harrison est dehors. On voit la différence entre s'occuper des joueurs pour leur tournée personnelle au Japon, en Chine ou ailleurs, ou en Europe, avoir des relations d'amitié quand tu files des équipements aux gosses et que tout le monde est content, et gérer les mecs au quotidien, c'est pas le même métier. Je crois que Nico Harrison est quand même rentré dans de profondes dérives en prenant cette décision, qui d'un sens basket était inapproprié, et un sens business était inepte. Juste rappeler quelque chose sur Nico Harrison, c'était sa 4e saison à la tête du côté sportif des Mavericks. C'est lui quand même qui avait construit cette équipe finaliste, c'est lui qui avait fait venir Kyrie Irving, c'est lui qui avait réussi à entourer Luka Doncic avec des joueurs comme PJ Washington, à drafter Derek Lively, Gafford, venir de Washington. Il y a eu un travail de fond au départ qui était parfait, enfin qui était excellent en tout cas. Qui était bon, mais celui qui faisait tourner le moulin, et que ça soit la première apparition en finale de conf ou en finale NBA, où il s'est fait éreinter, et on pouvait donner quitus et comprendre ce que disait par exemple Brian Windhorst, tout un tas de gens. Moi aussi, j'ai trouvé qu'il était hors de lui, que mentalement il avait lâché parce que physiquement il était ceci, cela, mais ce qui défonce complètement la théorie de Nico Harrison, qui au bout d'un moment a voulu nous expliquer que la défense gagne. Bien sûr que la défense gagne, c'est un sport qui joue des deux côtés, mais c'est pas le label de l'équipe la plus gagnante des 10 dernières années qui sont les Spurs que d'avoir une défense. Ils avaient une défense par moment. Voilà, on ne justifie pas le trade d'Anthony Davis avec Luka Doncic en disant la défense gagne des titres. C'est pas bien. On se dit pourquoi ce que j'ai fait avec Kyrie Irving en le réhabilitant, et ça, je lui ai donné quitus de ça, moi, à Nico Harrison, en redevenant un mec bien, pourquoi j'arrive pas à le faire avec Luka Doncic, ou j'ai pas envie de le faire avec Luka Doncic? C'est ça la question que je me pose. Bon, il a laissé le job, c'est pas les 3-9 de maintenant, parce que la blessure de Kyrie, il y est pour rien. Par contre, le fait qu'Anthony Davis, entre guillemets, comme d'hab, se blesse... ça, c'était prévisible. Ouais, et il l'a pas envisagé. Anthony Davis qui est là très récemment, et je pense que ça a peut-être accéléré le process pour qu'ils se séparent là, Harrison et les Mavs, c'est que lui voulait qu'il retourne sur le terrain, et Patrick Dumont et des gens autour ont dit attention, s'il se pète le tendon d'Achille, la jurisprudence à Liberton, Lillard aussi. Lillard aussi, blessure au mollet avant que ça devienne le tendon d'Achille. Si ça dépend si c'est mollet en haut ou en bas. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais on n'a pas trop d'infos sur non, mais quand on n'a pas, tu t'envisages tout. Bah oui, c'est ça. C'est bien souvent le problème avec les... je reviendrai pas là-dessus, mais tu sais pas. Tu sais pas. Et le fait, tu vois, que Patrick Dumont... Alors, tout reconstruire, c'est une option. Mais justement, le fait que Patrick Dumont veuille pas que Anthony Davis revienne trop vite sur le terrain, alors que, a priori, du côté du joueur, on voulait rejouer. C'est du côté du staff médical qu'on n'était pas d'accord, et lui a soutenu le choix du staff médical, ce qui devrait finalement être toujours, je pense, la solution à envisager. Mais le fait de garder Anthony Davis au chaud, ça peut peut-être aussi vouloir dire, et c'est ce qu'annonce un peu The Athletic, quand même un média assez réputé aux États-Unis. C'est qu'ils veulent le trader. Qui veulent le trader, et que du coup, tant qu'il joue pas, il peut pas se reblesser. Finalement, s'il est apte à jouer et qu'on peut le trader, c'est peut-être le beau moment pour appuyer sur le bouton. Et là, pour le coup, si on trade Anthony Davis,
Je pense que Kyrie Irving, ça peut suivre aussi assez vite dès qu'il sera revenu sur le terrain. D'ailleurs, ça tombe bien parce que Kyrie Irving, il a attendu de retour en janvier. La trade deadline, c'est en février. Donc ça veut dire qu'il pourrait rejouer quelques matchs et ensuite être tradé. J'en sais rien. Ils peuvent le faire, oui. Maintenant, les fans ont déjà subi beaucoup de désagréments depuis un moment. Ça va faire, avec l'histoire de Lucas, ça fait 1 an presque que ça dure. Ça va faire 1 an. Moi, je suis très, très dubitatif sur tout ça. Je te cache pas que je comprends pas tout sur certains cheminements. On pourrait parler des Clippers, on pourrait parler de management d'équipe. Je sais pas trop ce qu'ils font. La chance de Dallas, c'est d'avoir pu drafter Cooper Flagg et de te dire, tu as quand même cette option de, si tu veux repartir, entre guillemets, de zéro, tu as un joueur qu'on annonce, entre guillemets, générationnel, qui peut déjà être la base de ton projet. Je suis d'accord avec ça, mais c'est quand même compliqué la tâche que de le faire jouer sans meneur au départ. C'est un autre reproche qu'on peut faire à Nico Harrison, c'est de ne pas avoir recruté, alors hormis D'Angelo Russell, mais en qui Jason Kidd n'a pas du tout confiance. Non, mais D'Angelo Russell, c'est un meneur qui va mettre des points. Ça se saurait s'il était capable de contrôler une équipe et mettre les points quand on a besoin. C'est un joueur qui joue pour lui. C'est pas un joueur, c'est pas Jrue Holiday. Non, mais ce qui est moi je trouve que c'est hyper surprenant, c'est que tu as normalement, quand on signe D'Angelo Russell, je pense qu'il est censé avoir une discussion entre Nico Harrison et Jason Kidd. Mais ça, là, il fait venir D'Angelo Russell, et en fait, tu vois tout de suite que Jason Kidd n'a pas du tout confiance en D'Angelo Russell pour débuter les matchs et pour être le meneur de jeu de cette équipe, alors qu'il était censé l'être. On va laisser aux coachs qui connaissent le jeu et les joueurs. Et surtout des coachs qui ont quand même quelques kilomètres à la fois comme joueur et comme assistant et comme coach maintenant plutôt bien. C'est pour mettre en avant un autre dysfonctionnement qui est à Dallas finalement. Le départ de Mark Cuban, si on revient aux choses, a fait que c'est le manège enchanté là-bas. Alors oui, PJ Washington, Daniel Gafford, ça avait été une bonne pioche, et ça les a emmenés en finale pour équiper autour de Lucas. Mais on en revient toujours au truc, c'est que tu as construit, tu as fait des choses avec Luka Doncic. Autour de lui, est-ce que Mike Finlay, qui est maintenant le GM provisoire, les images, on s'en souvient, c'est lui qui enlève la bière à Luka alors qu'ils viennent de gagner en finale de conférence, qui sont devant la porte du vestiaire, je crois qu'il y a son père aussi. Oui. C'est assez gênant. Le moment est gênant. Qu'on ce soit pas bien de boire une bière devant le mur d'un vestiaire où tu viens de gagner, ok, ça je l'entends, mais fais-le différemment ou t'enlèves la caméra. Ouais, et d'ailleurs, Michael Finlay qui était l'assistant de Nico Harrison. Oui, donc finalement, on a enlevé Nico Harrison, mais c'est celui qui bossait avec lui, finalement, a pris sa place. Il prenait pas vraiment de décision. Peut-être aussi. On sait aussi que ce trade complètement incongru et qui restera dans l'histoire, parce que un truc pareil, à une différence d'âge pareil, avec les blessures en plus dans le sac à dos, ça restera comme un truc aussi de potes entre Pelinka et Nico Harrison, mais il a perdu les pédales quand il a fait ça. Je pense qu'il y a des histoires qui sortiront encore à propos de ce trade, parce que c'est vrai que Pelinka et Nico Harrison étaient ou sont toujours sûrement proches. Et en fait, ce trade pouvait se faire, je pense, qu'avec les Lakers. Ça vient d'ailleurs il y a déjà plein d'histoires autour de ça, mais ça vient d'une discussion, ça vient d'un dîner, en fait. Il y a eu des rumeurs avec Minnesota qu'ils auraient su une fin de non-recevoir pour Anthony Edwards. Ils ont quasiment co-négocié avec Los Angeles dans cette histoire, et ça vient apparemment d'un dîner où Pelinka a dit pourquoi pas tu traderais Luka Doncic à Los Angeles. C'est venu un peu d'une boutade de Pelinka, et Nico Harrison, ensuite l'idée a germé dans sa tête, c'est ce que rapportent les médias américains. Mais il y a eu tu vois, le truc de fou, ça serait si Nico Harrison venait travailler aux Lakers dans les mois à venir. Ça serait un tremblement de terre, je pense. On a déjà vu. On a déjà vu tant de choses. En tout cas, Jay Kidd, qui cet été, on va le rappeler, voulait partir, ou presque. Enfin, il l'a jamais dit. Mais il disait pas non, en tout cas. Oui, il a prolongé. Pour les Knicks. Du coup, il a prolongé. Et là, il vient de parler aux fans, là. Je sais pas si t'as vu. Ouais. Allez, il faut look forward. Hein. On oublie tout ça et on retravaille. Est-ce que ça veut dire reconstruction totale qui passerait par le départ d'Anthony Davis? Enfin, bon. Même si je veux bien qu'ils le protègent et qu'ils ne le fassent pas jouer. Mais s'ils veulent le trader, il faut bien qu'ils comprennent qu'il faut qu'il soit opérationnel. Voilà. Voilà, s'il est prêt à revenir sur le terrain, tu peux dire à une équipe qui serait intéressée, voilà, là, il est prêt à jouer, il n'est pas blessé.
et on vous l'envoie contre Non, mais tu te rends au compte, moins, non, au moins un ou deux, un premier shot tu draft. te rends compte de ce que tu viens de dire. Donc les autres, ils vont prendre une bagnole qui a fait 10 tours de piste. Et ça, c'est le problème avec Anthony Davis. C'est le même problème. Voilà, il faut faire 300 tours. Et dire, sur 10 tours, il est 10 tours. Il ne faut pas le 11e par contre, arrête-toi avant. Non, mais c'est ça, c'est le problème depuis des années avec Anthony Davis. On va quand même rappeler que Dallas, c'est la 4e masse salariale de l'année, de la saison. La vie est chère masse au salariale. Texas, à Dallas. La vie est chère. Après, il y a très peu d'impôts en plus au Texas. Et les Mavs n'ont pas leur choix de draft entre 2027 et 2030. Il y a des swaps, c'est-à-dire qu'ils ont leur choix et on va les échanger. C'est-à-dire que s'ils ont, je crois que l'année prochaine, 2027 ils l'ont, 2027 ils l'échangent avec Charlotte. Enfin, Charlotte a le swap avec eux. Super. Donc, Charlotte, c'est un bon plan en général. Hein. Voilà, Charlotte, c'est un bon plan, mais ce qui veut dire, c'est que tu peux même pas te dire potentiellement notre first pick en 2027. Notre pick en 2027, il nous appartient pas, quoi. 2028, pareil. Et 2 années de suite, tu continues à te prendre le chou avec ça, alors que par exemple, le premier choix sur les 2 dernières années était donné à des équipes qui faisaient les play-in. Ouais, mais ça, faut en reparler d'ailleurs de la loterie. Moi, je pense qu'on est. Enfin, c'est Adam Silver qui a voulu ça, encore ce changement, cette histoire d'homogénéisation totale de la ligue. Moi, je suis absolument pas d'accord sur le fait qu'une équipe qui joue le play-in puisse avoir un premier choix de draft. Ça me semble. C'est la base même de la NBA et du sport américain. Les plus nuls récupèrent les futurs meilleurs joueurs. Et c'est comme ça qu'il y a un renouvellement. C'est la base de la draft, c'est ça le principe de la draft. Et on a totalement bouleversé ça depuis quelques années. Peut-être parce qu'à l'époque, le 10e était très très loin du top 4. Et du coup, voilà, on en revient à cette histoire d'homogénéisation où finalement le 10e, si tu le donnes à un très bon joueur, tout de suite ça remonte, quoi. Mais c'est comme ça aussi que tu évites les blowouts, ou plus, même s'il y en a encore. Il y en a toujours des blowouts. Non, mais il y en a toujours des matchs encore. Horribles à regarder. Toi qui es un peu fan des Lakers, d'ailleurs, cette nuit. Je t'avoue que cette nuit, j'ai pas été au bout ce matin. J'ai arrêté au milieu du 3e, j'ai lâché. J'ai fait, franchement. C'est dommage parce que la performance de jeu, tu aimes le basket. Ça oui. De Casey. Mais c'était surtout en première mi-temps que c'était bien. Après, deuxième mi-temps, c'était un peu moins bien. Quand même. J'avoue que j'ai lâché. Il y avait 35, quasiment 40 points d'écart. Tu me diras, les Knicks, moi. Mais je m'y attends tellement à ce qu'il leur arrive. Vas-y, on continue. On continue. On a tout dit sur Dallas. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, je voulais dire que en ce moment, finalement, c'est Brandon Williams, le meneur titulaire des Mavericks. Voilà où on en est. Voilà. Et alors, il y en a plein. Nick Smith Jr. a fait un carton pour les Lakers. Il y a le petit Ryan Rollins, qui était plus connu pour voler à l'étalage qu'autre chose. Il fait des trucs. Il y a plein de joueurs. Il faut simplement qu'il y ait une structure d'équipe, qu'il y ait quelque chose. Les bons passages des Lakers qui ont été chercher des victoires sans personne, entre guillemets, par des joueurs qui jouent. Ils sont capables, peut-être pas sur 80 matchs, peut-être pas même sur 40 ou 50, mais 20 fois dans l'année, ils vont le faire, le mec. Il y a un talent fou. Reeves ne l'a pas fait en tout cas cette nuit. Austin Reeves. Ouais, c'était pas un match. S'il voulait super max, c'est pas le match qu'il fallait faire. Mais j'en sais rien de ce qu'il veut, mais Austin Reeves, c'est un mec. Dans les équipes moyennes, il ferait des cartons. C'est sûr. Et dans une grande équipe, c'est un 6e homme magnifique sur la ligne arrière ou un starter si à côté tu as l'équilibre qu'il faut. Mais voilà. Après, jouer avec Luka, pour lui, ça veut dire que les Lakers seront un peu plus faibles physiquement. Voilà. C'est peut-être au coach de se démerder, de faire ça défensivement, de les cacher, de faire des zones, de faire des bidouilles. On va pas parler. On va enchaîner sur les Clippers d'ailleurs et pas les Lakers, mais mais le problème c'est que, bref, quand tu joues vraiment une très grande équipe comme le Thunder, tu peux pas cacher tout le monde pour le match. Ça c'est clair et net. Et puis le Thunder est 3 crans au-dessus de toute la ligue. Et puis il y a une grosse différence entre même s'il y a des matchs qui ont cette atmosphère de play-off, mais sur le terrain, là en ce moment, au bout de 10-15 matchs, les équipes commencent à mettre dedans. Les joueurs mettent dedans. C'est 3 points qui commencent à tomber dedans. Hier, il y a eu un match qui avait une atmosphère très sympa. C'était San Antonio Warriors. Golden State. Voilà, il y a de l'émotion. Il y a des salles où c'est bien. Pas à New Orleans. Hein. Non, où Jordan Poole dit que le public est fantastique, mais enfin, il y a des trous partout.
Les Clippers qui sont aussi en pleine galère, 12e de l'Ouest, 3 victoires, 8 défaites, 6e défaite de suite cette nuit contre un très très grand Nikola Jokic. Est-ce que c'est seulement un souci passager pour Los Angeles selon toi, coach, ou est-ce que, alors tu as l'air de dire que c'est un peu plus structurel que ça, l'équipe la plus âgée d'ailleurs de l'NBA, quasiment 30 ans de moyenne d'âge, c'est quasiment 2 ans de plus que Golden State par exemple, qui est déjà une équipe assez âgée. Ouais, hormis l'aller-retour de Nico qui m'a fait plaisir, et je vais laisser Derrick Jones comme recrue sympa, laisser partir Norm Powell pour prendre Bradley Beal. Alors le pauvre Bradley Beal, tu sais que ça fait 5 ans qu'il fait pas la moitié des matchs, il en a moins joué que Zion. Eh ben j'avais pas la stat. Et c'était déjà catastrophique avant qu'il se blesse et qu'il doive être opéré à la hanche. Il est forfait jusqu'à la fin de la saison. La hanche qui serait de déséquilibre général parce qu'il souffrait du genou. La hanche c'est très grave. Enfin, c'est pas très grave, mais c'est très très gênant quand même sur le long terme, surtout à son âge. C'est au milieu du corps. Hein, ouais, il y a tout qui. Et si ça la hanche va pas, il y a le reste qui va pas. Non, ça dirige beaucoup de choses. Moi, je suis navré pour lui, mais. Après, Bogdanovic, ça s'avère pas une réussite. Le départ de Norm Powell, pour moi, est une ânerie terrible. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une équipe qui se renforce pas. John Collins, il avait fait Atlanta, ou grand espoir, puis grand espoir, beaucoup de potentiel, et puis à Utah, moyen, et là, très moyen. Donc, je sais pas s'il n'y a pas Kawhi pour porter cette équipe, et c'est le cas en ce moment, eh ben, ils sont dans le saut complet. Même un mec comme Amir Kofi, c'était un bon joueur dans le contexte et tout. James Harden fait des trucs, alors ça dure un moment, il a toujours cette qualité de jeu, de passe, de ci, de ça. Zubac, heureusement qu'il est là, il tient la marée, mais enfin, ça fait 6 ou 7 de suite. De 6 de suite, ouais. Et ça fait les 6 défaites, c'est les 6 matchs que Kawhi a ratés. Voilà, ça signifie... C'est parlant. Ouais. Et encore, il en gagne un au buzzer. Ils n'ont pas de sérénité. J'ai pas compris le recrutement de Chris Paul, je suis désolé. Avec l'immense respect qu'on doit à Chris Paul, sa carrière, tout ce qu'il a fait. Les mecs, calmez-vous. Surtout sur un poste où ce sont des dragsters, tous autant qu'ils sont. Là, ils vont à 3000 à l'heure. Et voilà. Bon, Derrick Jones, c'est toujours un joueur qui a progressé, qui fait des trucs. C'est un mec aussi pour lequel les gens payent pour venir au stade, parce qu'il est tellement... Mais bon... C'est Lawrence Frank, tout ce que je viens d'énumérer, on pourrait rajouter le trade d'envoyer chez Gilgeous Alexander pour récupérer Paul George. Là-dessus, l'irrégularité du temps de jeu et des matchs de Kawhi, c'est une franchise qui est moyenne bonne quand Kawhi joue. Ouais, et quand il joue pas, c'est très très compliqué. Moi, il y a un truc qui m'a... j'ai regardé quelques matchs des Clippers cette saison, le truc qui est marquant, et c'est encore arrivé cette nuit, c'est qu'en fait, à la perte de balle, il n'y a pas de repli défensif. C'est l'équipe qui encaisse le plus de points sur transition. C'est aussi celle qui en perd, la troisième qui en perd le plus. Et alors, si vous avez le temps, regardez le résumé du match entre Denver et les Clippers cette nuit, où en fait, c'est même Nikola Jokic qui part en transition et qui n'est pas rattrapé, quoi. Ouais, et là, ça devient très problématique quand même. Va pas. On connaîtrait pas la capacité de Tyronn Lue à maîtriser, contrôler les équipes, mettre les joueurs à l'aise, faire progresser les gonzes. On se dirait, c'est lui le problème. Ça ressemble à ça en ce moment. Là, ils ont un road trip plutôt compliqué, où ils vont jouer, je crois, 2 fois les Spurs à l'extérieur. Attends, je te dis ça tout de suite. Je regarde ça. Ils ont 5 ou 6 matchs dehors. Ils vont jouer à Dallas, à Boston, à Philadelphie, à Orlando, à Charlotte, à Cleveland. Alors à Los Angeles, j'ai dit au Staples Center, mais c'est à la crypto.com. Et ensuite, ils reviennent à domicile contre Memphis. Mais oui, ça fait un gros road trip. Ouais. Ça fait 7. Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, en comptant le dernier chez les Lakers. Bon, c'est 6,5. Ouais, du coup, alors c'est une salle qu'ils connaissent bien pour le coup, quand même. Non, j'ai confondu pour les Spurs. Je sais plus qui s'est lancé. Les Warriors. Pas les Warriors, je sais plus qui c'est qui joue 2 fois les Spurs. Mais les Clippers, il faut gagner des matchs. Je sais pas, il y a un timing pour une date pour Kawhi, parce que c'est non, alors comme souvent avec Kawhi, on n'en sait pas grand-chose. Non. C'est censé être bientôt. Moi, j'en parlais à midi sur NBA Extra avec Xav et Chris. Moi, ça me navre pour Steve Ballmer.
Même si le mec est exubérant, que il interfère sur rien de négatif. Il y a cette histoire qu'ils leur prennent peut-être tous le chou aussi. Alors il interfère dans rien, ouais, là je t'arrête un peu. Il a interféré un peu dans le contrat de Kawhi, c'est pas clair quand même. Voilà, il y a cette histoire qui peut-être arrête tout. Enfin, il a construit une salle, il paye des mecs des prix pas possibles. Et d'ailleurs, tu sais, tu me disais, là, les gens viennent, la salle et tout, mais in Twin Dome, j'ai regardé hier, vraiment par curiosité, combien ça coûtait d'aller voir les Clippers face aux Nuggets de Nikola Jokic, la veille du match, à quelques heures même, c'était le jour même du coup, quelques heures avant, t'avais des places à $30 à Los Angeles. Ça a toujours été un peu la tradition des Clippers. Ouais, d'accord, mais on pouvait penser qu'avec la nouvelle salle, une équipe qui gagne, les prix montraient, c'est quand même pas cher. Hein. Alors tu vas à Memphis, c'est $4. Non, mais tu vas aux Clippers, c'est vraiment une population, mais à milieu de celle des Lakers. Bien sûr, oui. Ça n'a rien à voir. Donc c'est un peu l'histoire. Ils sont pas à $60 sur des places près, à mon avis, dans le budget Steve Ballmer. Il y a des choses en temps du joueur, et là, Lawrence Frank, le président... président des opérations basket, c'est ça. Ouais. Le pub. Exactement. Pas confondre avec le pub. Ouais, il y a à boire et à manger, quand même. Ouais, je suis d'accord. T'as quand même lâché SGA. Ça, c'est le péché original. Moi, je peux pas lui reprocher ça parce que franchement, à l'époque, on est quand même à mille lieues de penser que Shea va devenir ce joueur. Non, mais non, il était même pas en first rookie team. Je te rappelle, tu parlais de Kawhi, qui est quand même, 15e. Ok, il est sorti. Giannis, 15e. Non, mais oui, il y a toujours des contre-exemples. Le Joker. Oui, arrêtez avec... C'est le terrain, il y en a un, par exemple, moi je trouve qu'il est en train de prendre une dimension incroyable dans la Ligue, c'est le petit Maxi. Je trouve qu'il va trop vite. Il est trop vite, dans le bon sens. Oui, il va vite, oui. Moi, c'est vite, je comble. On va en parler après de Philadelphie. Là, tu fais des passes D à chaque fois. Les pourcentages... Oui, les pourcentages, ça fluctue. Sont à la baisse, mais le mec est prêt, ça je suis d'accord. Voilà, tu me fais une super passe D, on va enchaîner sur Philadelphie, où ça fonctionne plutôt bien pour le moment, sans Joel Embiid et Paul George, toujours... il joue Embiid. Oui, c'est Joel Embiid et Paul George. Il joue Embiid, il rate beaucoup de matchs quand même. Pas beaucoup, les back-to-back. Ouais, mais là, il les joue pas en ce moment. Il les joue pas, mais il a fait des matchs à 25, 28, regarde ses moyennes. Oui, non, mais il a quand même raté. Alors, c'est un autre Embiid, mais il a raté quelques matchs quand même, Joel Embiid. Déjà, il y en a eu 12 de joués, combien il y en a de joués sur le total, il a dû en rater 4. Ouais, cache-lui, il est quasiment à la moitié des matchs. Le tiers, on est presque à 12. Il a pas joué les 2 derniers déjà. Non, il a une petite blessure. Non, attends. Non, il en joue. Il a 1, 2, 3, 4. Il a 5 matchs ratés. 5 matchs ratés effectivement sur 12 matchs. Ouais. Écoute, s'il en fait 50 dans l'année, 45-50, pour eux, ils ont quand même le bol d'avoir. C'est pas les mêmes joueurs, d'avoir André Drummond. Qui leur a fait, hier, un 14-13, qui leur a permis de gagner un match qui n'était pas évident. Ils ont une équipe qui va bien. Ils ont un coach qui développe des jeunes. Là, en plus, ils ont Jared McCain qui va revenir un jour quand même, qui était à peu près dans la situation de favori pour être rookie l'année dernière, comme Levi James Edgecombe cette année. Donc, le futur est plutôt clair à Philadelphie, je trouve, autour de Tyrese Maxey. Ces absences répétées d'Embiid, ça permet vraiment une nouvelle fois à Tyrese Maxey vraiment sur ce début de saison, de prendre une nouvelle dimension. Il est 3e meilleur marqueur de la Ligue, 32 points de moyenne. Et c'est vrai que ballon en main... Alors, je pense qu'il y a toujours un moment où il sera peut-être un peu limité par son physique. Je pense qu'en play-off, sur certaines séries, ça peut être... Il y a un moment où ça sera gênant. Isaiah Thomas a fait la misère à tout le monde en son temps. Il y a des jurisprudences. Plus tanké Isaiah Thomas quand même que Maxey, je pense. Ouais, mais enfin la vitesse, Tony Parker, il n'était pas tanké et il a fait la chanson à tout le monde. C'était une autre. Franchement, c'était encore une autre époque. Tony, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux. Regarde en finale NBA l'année dernière. Alors là, pour pas être vieux du tout, il y en a quand même un physiquement et dans le rythme et dans le tempo sur son temps de jeu qui a remué tout le monde, c'est TJ McConnell. Donc il faut rester lucide avec ça. C'est pas de l'athlétisme le basket. C'est pas de l'athlétisme, c'est pas de la muscule.
Ouais, mais je pense que juste au niveau de la taille, il est assez petit. T'as des mecs comme ça qui vont te faire la misère tout le temps. Ouais, je sais. Je te dis juste que Tyrese Maxey, je pense, physiquement... il faudra pas. Ça peut être un peu gênant sur Tu crois sur que Kyrie, c'est Schwarzenegger? Mais Kyrie, c'est pas le même style de jeu. Dis-moi. C'est déjà un meilleur shooter Kyrie Irving, donc il a moins besoin d'aller dans la raquette chercher les points que Tyrese Maxey. Mais il shoot, Maxey. Il shoot, mais il va shooter plus ouvert, il va moins se créer son tir à 3 points. Kyrie, c'est plus un slasher. Il ondule, lui. C'est un feinteur, il a le dans shoot la à mi-distance, pénétration. Intervalle plus que le 3. Il a plus le shoot à mi-distance, il va plus éviter des contacts. Maxey, il n'a pas de distance, lui, il va à 3000 à l'heure, alors c'est pas encore tout à fait ordonné, mais je trouve que le gamin... il est très très fort. Oui, bien sûr. Et là, cette année, avec cette équipe, même Kelly Oubre est stable. T'as qu'à voir. Il y a des bonnes rotations, ça bidouille en défense, les zones, les boîtes et tout, comme adore Nick Nurse. Qui retrouve du crédit, je trouve, là, sur ce début de saison, parce que ça tanguait un peu pour lui à Philadelphie. Mais il manquait tout le monde, bien sûr. C'est même pas ça. C'est que les mecs qui rentrent, ils sont pas opérationnels. Embiid, il a joué sur un demi-pied l'année dernière pendant un moment. Paul George, il foutait pas un pied devant l'autre. Il y a rien de pire que ça pour le coach et pour les coéquipiers. Sans parler des mecs blessés, mais eux, ils ont qu'à dire time out, c'est bon, je suis naze. C'est terrible. C'est pareil dans tous les sports. Il va jouer, il va pas jouer. Il y a rien de pire pour une équipe. Il joue pas. Et on se rend compte dans les absences des uns et des autres, même si là, Milwaukee, ils ont payé pour l'absence de Giannis à Charlotte. Il y a une fois où ils ont été gagnés, je sais pas où, à Chicago, je crois, sans lui, c'était pas Chicago. C'était pas à Chicago. C'est pas à Chicago. Ils ont été gagnés ou à Détroit, un truc à côté de chez eux. Voilà, Indiana, peut-être, non ? À Indiana, c'était Indiana. Voilà. On en revient au talent qu'il y a. Ne me dis pas que les Lakers, ils ont été gagnés un match de fou. Il manquait juste Reeves et Doncic à Portland. Voilà, c'est Portland qui fait plutôt une bonne saison. Et juste un mot, parce qu'on va dire on n'en parle pas, je pense avec Portland, parce que ils ont un maillot qui parfois se ressemble. Les Raptors jouent bien au basket. Il joue bien au basket. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer. En tout cas, le coach Rastakovic, il fait du bon boulot. Il y a des joueurs qui prennent une dimension. Ingram joue. Barrett, Barnes, le gros Poeltl et toute la compagnie Grady Dick. Tous ces mecs-là... C'est une équipe assez dense physiquement, les Mamou Kelashvili. Ouais. Ils ont un basket sympa. RJ Barrett... Il est en train de prendre, je trouve, avec Barnes, ça progresse. Barnes, oui. Un peu sur le même. Et puis il y a l'autre aussi, le petit, là, un petit maxi en moins vite, Emmanuel Quickley, qui. Pour mener tout ça, oui. Ouais. Non, mais l'équipe, c'est une équipe sympa à avoir joué, qui a, encore une fois, un truc à faire dans la conférence Est, mais qui va être confronté aussi à un moment à des limites. On va pas se mentir, en ce moment, la finale de NBA, ce sera, si elle a lieu, la rencontre entre Denver et OKC. Je vois pas, mais un gros delta après. Il y a, je trouve, vraiment un monde d'écart entre... Alors, je trouve que le Thunder est encore au-dessus. Peut-être pas... Et Denver, vraiment juste après. Et ensuite, effectivement, l'écart est énorme. Et le delta, il est terrible. Mais à l'Ouest aussi, à mon sens. Mais... Il y a une équipe que j'observe qui est en hésitation, recrue par recrue, formation interne, progrès, c'est Houston. Eux, ils vont être tellement durs que ils sont grands. Si, par exemple, Reed Shepard franchit un cap pour donner des minutes intéressantes façon Pritchard, façon des joueurs comme ça, ça peut le faire. Ils peuvent être, juste derrière les deux monstres. Ouais, mais et à l'Est, je pense qu'il n'y a pas une équipe qui peut tenir... Alors après, on disait d'Indiana, elle a un peu la même chose contre Oklahoma City, mais je vois pas une équipe de l'Est qui peut rivaliser avec Denver ou Oklahoma City. Non, c'est ce que je te dis. On est d'accord, à l'Est, il y a
Ça paraît quand même assez... Après, tu assez fais en une dessous. finale de conférence à l'ouest où les mecs ils sortent rincés. Ouais, bien sûr. Déjà, celui qui va réussir à éviter Houston en playoff, on prend déjà beaucoup d'avance, hein, je suis d'accord. Mais un malentendu, Houston, ça sera l'équipe à trois éviter. faux témoins, t'arrives sur une période où Cleveland ou un autre met tout dedans. Oui, puis les blessures. Voilà, tu sais, c'est fragile, mais en valeur absolue, t'as 1000 fois raison. Voilà. Écoute, je suis content qu'on termine sur cette sans phrase. ça, le Joker a fait une belle journée au bureau, là. Ouais, Il a fait des heures sup. Ouais, exceptionnel. Et tiens, Mais il n'a pas fait un triple-double. Non, pas comme Victor. Tiens, la semaine prochaine, tu me donnes envie, on fera un petit point MVP. Je sais que ça fait longtemps, ça a dû te manquer. On sera le premier de la saison, on peut commencer. On pourra commencer. Non, on le fait la semaine prochaine. Il y a 5 mecs, je vais te le bouffer, ton truc. C'est vite fait. Giannis, Jokic, Doncic, Shea, Victor. Allez, on ferme. Dans l'ordre? Là, c'est non. l'ordre. Ah, mais moi que tu me donnes l'ordre, sinon c'est pas d'intérêt de faire le. Mais l'ordre, il va bouger jusqu'au 15 mars. À quoi ça sert de faire l'ordre? T'attends le 15 mars et là tu dis l'ordre. Non. Je te demanderai ton ordre la semaine prochaine. Il faudra trouver un peu. Travaille plutôt sur la date de la fin des votes. La date de la fin des votes, c'est la fin de la saison régulière. C'est juste avant la fin de la saison régulière. La date. Tu veux la date précise? Non, parce que il le décerne après la fin de la saison régulière. Bien sûr. Donc ça vote bien avant. Oui, ça. Il faut réunir les votes. Tu réunis les votes fin de saison régulière, je crois. C'est dans les 2-3 dernières. C'est encore avant? Oui. C'est mi-mars. Travaille la date. Je vais checker la date exacte. C'est pas bien. Je vais demander à Rémi. Chaque année, il rend ses votes. Je vais pas te le dire. Tu te démerdes et tu cherches. Ça marche. Allez, bon week-end à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Ciao.